Eh bien, bonjour à vous, bonjour à tous. Sur la chaîne de la santé intestinale. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le professeur Antoine Flao. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, juste une histoire avant de commencer. Comment la rencontre s'est faite avec le professeur. J'étais en voiture et j'écoutais la radio et donc il avait été interviewé sur une chaîne nationale pour la sortie de son livre Prévenez-moi, donc sur lequel duquel nous allons parler aujourd'hui. Et je me suis dit, j'ai beaucoup aimé ce que j'avais entendu et il a parlé d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est la prévention, qui est encore une fois le parent pauvre de notre système de soins malheureusement. Et lorsque je l'ai entendu, j'ai dit ok, ben je vais tenter le coup, je vais lui écrire et on verra, on verra bien ce qui va se passer. Et il a eu la gentillesse de me répondre immédiatement. On a pris rendez-vous. Et donc voilà, aujourd'hui on est là pour parler de son livre que vous trouverez en bas de la vidéo YouTube. Et c'est parti pour l'interview. Alors professeur, donc déjà au niveau de votre livre, euh, quelle a été votre source d'inspiration principale pour écrire Prévenez-moi et comment espérez-vous influencer le domaine de la santé publique avec cet ouvrage? Oui, alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait très très plaisir de discuter avec vous et de parler à vos auditeurs. En effet, cet ouvrage est un peu particulier puisque c'est un roman, c'est-à-dire que, en tout cas, je dirais, à mi-chemin entre le roman et l'essai, hein. Vous allez voir une vingtaine de personnages qui soit discutent entre eux, soit parfois agissent dans des domaines qui concernent la prévention. Et je reprends la main sur ces personnages régulièrement après chaque scénette, on va dire, hein, pour donner mon point de vue académique, on va dire, au regard des connaissances de la science sur ces scénettes, sur ces discussions, ces conversations entre euh, plusieurs amis qui sont à un café, qui discutent, une femme discute de sa grossesse avec d'autres, des parents avec leurs enfants, avec leurs ados parfois, ou avec leurs anciens, comment tout cela se gère, et puis comment on gère soi-même la prise des risques. Alors, quelle a été la source de mon inspiration? Je dirais que d'abord, dans le domaine de la science, dans le domaine de, académique, on est assez familier avec l'utilisation de la fiction. Vous savez, par exemple, alors moi-même, je suis un épidémiologiste qui fait des modèles mathématiques pour essayer de simuler des épidémies. On fait aussi des cours à la faculté de médecine avec des patients acteurs qui simulent des maladies pour que des étudiants en médecine ne soient pas directement confrontés à leurs patients, mais d'abord à des simulations. Ils ont même des mannequins, ils peuvent s'entraîner, faire des ponctions veineuses, par exemple, ou des intubations, d'abord sur des mannequins avant de les faire sur des patients, ce qui, à mon avis, est quand même aussi une bonne sécurité. Ben, ça procède un petit peu de cela. Il y a quelques exemples dans la littérature qui m'avaient inspiré. Jeunes parents, avec mon épouse, on aimait bien lire les ouvrages du pédiatre T. Berry Brazelton, qui avait raconté de façon un peu fictive, hein, l'histoire de trois enfants qui avaient des caractères très différents et que Brazelton reprenait la main pour essayer de commenter leur comportement ou l'attitude des parents vis-à-vis de ces enfants, au comportement et aux caractères différents. Le psychiatre français Michel Lejoyeux a écrit un livre sur ces consultations fictives, une consultation fictive avec une de ses patientes au regard de Montaigne. Et je pense aussi que ça procède de la même veine. Et je dirais que Robert Laffont a tout de suite été intéressé par l'idée quand je le lui ai présenté. Et cet éditeur a donc accepté à la fois de ne pas faire de concessions vis-à-vis de la science et des niveaux de preuve dont nous disposons aujourd'hui, mais aussi d'avoir un accès un peu ludique et un petit peu facilité pour celui qui n'est pas nécessairement un expert dans le domaine. Alors effectivement, quand j'ai lu le livre, j'ai été vraiment fasciné par vos qualités de romancier, puisqu'en fait, on lisait une histoire
Et à chaque fois, effectivement, on revenait entre guillemets à la réalité. Et j'ai beaucoup aimé ce côté un petit peu historique. Et je me suis même demandé à un moment donné, mais je crois que j'avais lu au début, mais j'ai plus fait attention à un moment donné, est-ce que ces personnages existent ou pas? Alors non, ils n'existent pas effectivement. Donc, mais c'est tellement réaliste, tellement bien fait que vous plantez à chaque fois le décor et donc à chaque fois donc eh ben, la prévention revient effectivement. Et justement, j'aimerais savoir comment vous avez trouvé l'équilibre entre pour écrire entre justement ces histoires que vous racontez qui sont très ludiques, très intéressantes et qui permettent de bien suivre et de bien s'identifier à votre livre et la rigueur scientifique puisqu'effectivement tous vos chapitres sont sourcés et très bien sourcés d'ailleurs. Donc comment avez-vous trouvé cet équilibre? Alors, merci pour ces commentaires très très aimables. Et alors, je suis peut-être pas le meilleur juge pour savoir si j'ai trouvé le bon équilibre. Euh, je crois que depuis longtemps, j'ai voulu, j'aime beaucoup, il y a de nombreux sites réservés, même s'ils sont ouverts, mais réservés dans leur façon de se présenter aux médecins ou aux professionnels de santé. Les Nord-Américains ont un excellent site parce ils ont une sorte de task force sur la prévention indépendante de gens qui essayent vraiment de s'intéresser à toutes les mesures de prévention ici médicales euh, euh, qui ont fait la preuve de leur efficacité. Ils ne s'intéressent pas au coût du tout de ces mesures, donc certaines peuvent ne pas être efficientes au sens économique du terme, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est est-ce qu'on gagne de la santé, des années de vie et surtout des années de vie en bonne santé lorsque l'on recourt à ces mesures de prévention. Vous savez, elles sont très connues, hein, c'est le dépistage du cancer du sein, c'est le dépistage du, du, du cancer du poumon ou du cancer du côlon. C'est aussi des mesures qui peuvent être euh, autour de traitement de l'hypertension artérielle ou de l'hypercholestérolémie ou du diabète. Ça peut être aussi des mesures contre le tabac ou contre l'usage problématique de l'alcool. À chaque fois, ils s'intéressent aux mesures, à la façon de les mettre en œuvre et à leur évaluation scientifique. Et en fait, je me suis rendu compte tout au long de ma carrière, quand j'ai exploré toutes ces mesures de prévention, c'est qu'il n'y en a pas tant que cela. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être une cinquantaine, c'est beaucoup, 50, mais c'est pas non plus infini. On ne se perd pas. Donc, au moins, ça m'a aidé dans l'équilibre, la recherche de l'équilibre dont vous parlez. J'ai créé une vingtaine de personnages, pas tous d'ailleurs profanes, certains sont des experts eux-mêmes. Mais il y a une historienne, il y a une sociologue, il y a un informaticien qui sont pas forcément il y a un architecte, ils ne sont pas forcément des spécialistes de la santé, mais leur regard, enfin, ça me permet de créer un regard qu'ils ont sur les mesures de prévention et qui dépasse le cadre de la médecine et de la santé. C'est bien sûr de la prévention qui est favorable à la bonne santé, mais j'explique comment les constructions, les villes peuvent être bâties d'une façon qui nous aide à rester en meilleure santé. Et donc, c'est un peu tout cela. Et cet équilibre, je pense, m'a été favorisé par le fait que nous n'avons pas tant de mesures favorables à notre santé dans notre environnement immédiat, dans nos comportements de vie. Et après, libre à nous de vouloir les prendre ou pas les prendre. Je les présente et j'essaye en effet de faire cet équilibre pour reprendre la main et pour dire là, ce que vous avez entendu n'est pas complètement prouvé, mais il y a des bonnes chances pour que ce soit efficace, ou au contraire ça. Alors là, je peux vous dire, tous les scientifiques sont bien d'accord, c'est prouvé efficace. Vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez continuer à avoir des comportements différents, mais au moins sachez qu'ils existent et qu'ils vous montrent un chemin que vous pouvez vouloir prendre pour votre santé ou pour la santé de vos enfants, par exemple. Alors effectivement, dans votre livre, vous parlez tout à l'heure donc de la ville, vous citez le Corbusier. J'aime beaucoup d'ailleurs il y a beaucoup de citations dans votre livre. Vous allez vraiment très loin dans votre recherche et c'est vraiment, moi j'ai eu beaucoup de plaisir
à lire tout ça. Et la recherche effectivement de la prévention, c'est quelque chose qui n'est pas infini. Vous avez tout à fait raison. Malheureusement, ça reste quand même le parent pauvre donc de notre système de santé, parce que vous le citez dans votre livre, on est à peu près à 5% de dépenses de santé pour pouvoir prévenir la maladie. Or, on dit tous, et vous le citez aussi, que prévenir vaut mieux que guérir. Alors justement, en parlant donc de solutions, vous allez quand même assez loin sur pas mal de solutions, ce que je trouve vraiment très agréable à lire. Bien que des fois, bon, on peut être, comme vous dites, d'accord ou pas d'accord, on dit des fois, oula, effectivement, il va vraiment chercher loin, et c'est vraiment intéressant à lire. Et de toute façon, il faut être ouvert à toutes les solutions. Et par contre, je me rends compte d'une chose, c'est que je vous ai pas encore présenté, donc on va le faire tout de suite. Comme ça sera fait. Nous aussi, on est novateurs dans notre interview, puisque j'ai loupé la première question, mais voilà, présentez-vous, professeur, s'il vous plaît. Alors, je suis un médecin épidémiologiste, quasiment, je dirais, né dans la santé globale, puisque à l'âge de 6 mois, mon père s'est engagé à l'Organisation mondiale de la santé. Il était médecin lui aussi. Son épouse, ma mère, était pédiatre. Et ils sont partis en Afrique pendant 8 ans et je les ai accompagnés avec mes frères et sœurs. Et donc, on était baignés de santé publique et de santé globale depuis notre plus jeune âge. Je suis professeur de santé publique et je travaille à Genève, à l'Université de Genève, où je dirige l'Institut de santé globale, qui est un institut que j'ai créé à l'Université de Genève après avoir dirigé l'école des hautes études en santé publique à Rennes, en France. Très bien. Et au niveau donc du livre, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés pour écrire un livre grand public sur la prévention? Les difficultés essentielles, c'est que euh, je trouve que la prévention, vous avez dit, elle est parent pauvre, mais c'est pas simplement une question de budget et de dépenses. C'est vrai que ça n'est que 5% de toutes les dépenses de santé. Donc, en fait, on consacre pratiquement toutes nos dépenses de santé à traiter, et à vouloir guérir des maladies, ce qui est très bien. Mais c'est vrai que les professionnels de santé publique, les gens comme moi, on aimerait essayer de faire plus et mieux pour éviter que ces maladies surviennent. Notre objectif n'est pas tellement de prolonger la vie ou l'espérance de vie. C'est très bien de prolonger la vie, mais surtout si elle est en bonne santé. Notre objectif, c'est surtout d'allonger les années de vie en bonne santé. On dit dans un jargon un peu technique de compresser la morbidité. C'est-à-dire que notre expérience de fin de vie, parce qu'évidemment, on prétend pas vouloir devenir éternel, mais notre fin de vie, que ces malheurs de la fin de vie soient le plus court possible et le plus tard possible. Et pour ça, il faut arriver en bonne santé le plus longtemps possible. Et la prévention est là pour cela. Et en fait, le problème, c'est que souvent, ces mesures ne sont pas très connues du grand public. Donc, mon focus, mon intérêt était d'essayer de parler au grand public pour juste mettre des panneaux indicateurs sur leur route, leur chemin de vie, en disant ben, peut-être à tel moment, vous avez envie de savoir quelles seraient les bonnes, enfin, en tout cas, il n'y a pas de jugement moral, c'est pas bon ou mauvais, mais c'est qu'est-ce qui est favorable à la santé plutôt. Alors tout à fait, effectivement, j'ai appris quand même pas mal. Enfin, moi qui suis quand même professionnel de santé et qui suis assez féru de prévention, il y a des choses que je ne connaissais pas et que j'ai appris dans votre livre, mais je laisse les lecteurs découvrir. Par contre, quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est vous avez parlé de genrer la prévention. Ça m'a vraiment beaucoup plu sur cette notion de comment préparer ou présenter la prévention aux femmes qui ont plus l'habitude, on va dire, et surtout aux hommes. Oui, alors, on ne se rend pas bien compte dans le domaine de la prévention que les hommes et les femmes réagissent différemment. Vous savez, les publicistes, les gens du marketing savent très bien ça. Ils ne vendent pas de la lingerie féminine ou des produits pour les femmes
avec les mêmes arguments et de la même façon, avec la même iconographie, avec les mêmes messages que les perceuses et les voitures ou les motos aux hommes. Euh, il y a, on a genré le marketing. La prévention, non, c'est pas, c'est, on dit en anglais one size fits all, c'est-à-dire c'est pour tout le monde la même chose, le même message. Voilà, prenez vos 5 fruits et légumes, bougez, etc. On a des messages très uniformes, très unisexes. Et ce que j'explique, c'est que en fait, de tout temps, on a un poids très fort que je ne juge pas, que je constate de notre genre sur beaucoup de choses dans la vie. Et en fait, on apprend plutôt aux hommes et aux garçons à prendre des risques, à se battre, à être plutôt voilà, plutôt dans la violence, en fait, des contacts même et des prises de risques, alors que, et on a plutôt tendance à minimiser les efforts de prévention ou de protection vis-à-vis du risque chez le garçon, qui doit apprendre à se battre, qui doit apprendre à avoir une vie risquée, alors que la fille est plutôt, au contraire, dans la prévention et dans la limitation des risques pour elle et très rapidement pour sa famille. C'est après aux femmes, on voit bien que l'on confie le porte-monnaie de la prévention. C'est 5%, c'est aux femmes qu'on les confie. Et dans beaucoup de familles, la femme est en charge de la prévention de la famille, du respect des vaccins, du calendrier vaccinal, elle est en charge souvent de ranger, de classer les documents ayant trait à la santé de la famille, de carnet de santé des enfants, etc. C'est souvent elle qui se colle les visites des médecins pour ses enfants, même parfois pour rappeler à son mari de faire ses dépistages ou de prendre ses médicaments, voire qui même a oui, les tâches de procéder au remboursement. Donc toute la prévention est confiée à la femme, qu'elle fait très bien, donc c'est sans doute très bien, mais tout cela fait que les hommes ont tendance à ne pas être très intéressés par la prévention. Et je pense d'ailleurs que les 5% de budget dont on a parlé tout à l'heure, bah, ils sont attribués dans la plupart des sociétés depuis très longtemps, plutôt par les hommes, les budgets de la nation, que par des femmes. Ça change beaucoup. Et ça va changer grâce au rééquilibrage. Mais je dis aussi que du coup, peut-être qu'il faut genrer les messages de prévention. C'est-à-dire que quand vous voulez expliquer que la bière sans alcool, lorsqu'on regarde des matchs de foot, c'est aussi sympa que de la bière avec alcool, mais ça fait moins de dégâts, ben, il faut peut-être vendre la bière sans alcool pour les hommes, de façon plus virile. Il faut peut-être avoir des messages plus virils de prévention à destination des hommes, si on veut que les hommes s'intéressent à la prévention. Vous savez, moi, dans les revues pour hommes masculines, il n'y a pas beaucoup de discours sur la prévention, sur la santé. Regardez les revues féminines, elles sont là-dessus, la ligne éditoriale est extrêmement riche en messages de prévention, en discours, en expériences échangées, etc. Donc, il faudrait rendre la prévention plus accessible, je disais virile, oui, si on veut, en tout cas plus intéressante pour les hommes, qu'ils la déclassent moins et qu'ils s'y intéressent davantage. J'aime beaucoup cette notion, effectivement, mais vous avez tout à fait raison. C'est pas quelque chose auquel on pense de prime abord, mais c'est vrai que vraiment, vous avez été vraiment loin dans cette pensée et moi j'ai beaucoup apprécié. Au niveau donc, est-ce que vous pourriez nous partager une expérience personnelle qui vous a aidé donc à écrire ce livre sur la Alors, prévention, bien entendu. Euh, une expérience personnelle qui m'a aidé. Alors, je ne sais plus, quand vous m'aviez posé la question, j'avais essayé d'y réfléchir un petit peu. Mhm, euh, et je m'étais dit, peut-être, oui, c'est ça. Je m'étais dit, alors, peut-être la qualité de l'air intérieur au cours de cette pandémie de Covid. mhm, Je me suis rendu compte que, en fait, on a beaucoup appris hein, pendant la pandémie de Covid. Bon, beaucoup de mesures de prévention étaient extrêmement lourdes et sévères. Hein. Je dis, il faut parfois se méfier des professionnels de santé publique. On peut être extrêmement dur. Je pense à la fermeture des écoles, ça a été d'une mhm, très mhm. grande dureté.
le fait que dans les EHPAD, les, les, les personnes âgées sont décédées sans avoir pu avoir le Oui. droit de voir leurs enfants ou leurs petits-enfants, c'était extrêmement lourd et sévère, peut-être compréhensible sur le plan de la science, mais sur le plan de l'acceptabilité sociale, ça a été très, très lourd. Euh, la qualité de l'air intérieur, c'est quelque chose que l'on a appris comme étant très important pour lutter contre les maladies euh, respiratoires, que ce soit d'ailleurs virales, mais aussi un certain nombre de bactéries comme le bacille de la tuberculose ou ce qu'on a revu encore cet hiver, le mycoplasme pneumoniae et d'autres peuvent se diffuser dans l'air intérieur lorsque l'on est dans des locaux qui sont mal ventilés et qui sont bondés, ou en tout cas il y a des gens qui peuvent être contagieux et contaminer l'air dans lequel nous sommes. Et je trouve que finalement c'est assez intéressant parce que c'est pas très compliqué de monitorer la Mhm. qualité de l'air intérieur. Il faut pour ça juste avoir un capteur de CO2 et lorsque l'on est au-dessous d'un certain seuil, ben, reventiler les pièces ou les évacuer ou mettre un masque, toujours lorsqu'il y a des circulations de virus qui sont annoncées et dont on sait un petit peu la survenue, soit saisonnière, soit par vague. Le Covid n'est pas saisonnier, mais il survient par vague. C'est pas tout le temps. En ce moment, par exemple, il n'y a pas beaucoup de risques dans une salle de réunion d'attraper le Covid en France ou en Suisse, mais c'est beaucoup plus euh, risqué lors de certaines périodes de l'année. Donc je pense que là, on pourrait beaucoup diminuer le risque, car toute la prévention que je préconise vise à la réduction des risques. Est-ce qu'on a envie et la possibilité de réduire un peu, beaucoup, parfois totalement, le risque qui nous entoure de tel ou tel danger médical, on va dire, ou de santé en tout cas. Et là, je me suis dit, ben, voilà, c'était une expérience personnelle. Je me suis rendu compte que l'on pouvait considérablement réduire les risques, y compris chez soi. On a même prouvé que si, par exemple, vous portiez, quand quelqu'un a le Covid, euh, voilà, le test est positif, il a le Covid, voire, c'est vrai aussi, bien sûr, en cas de rhume ou en cas de grippe, à la maison, s'il porte un masque, au moins 50% du temps, vous savez, on est bien obligé de manger, de boire, on ne Mhm. peut pas Mhm. porter tout le temps un masque. Mais si on porte un masque 50% du temps chez soi, en présence de la personne qui est malade, qui a des symptômes, euh, et que l'on fait chambre à part. Donc il faut avoir un logement qui permette de faire cela, hein, mais qu'on fait chambre à part avec la personne qui a les symptômes, alors on réduit de près de 80% le risque d'avoir des cas secondaires. On a découvert ça pour le Covid, c'est vrai pour ces virus respiratoires. C'est intéressant de le dire. Après, les gens, ils peuvent, ils ne peuvent pas, et puis ça marche pas à chaque fois. Je vous ai pas dit 100%, c'est du 70 à 80% de réduction de risque, mais c'est très appréciable. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, je ne peux pas me permettre de manquer, j'ai des ressources limitées, etc. Je ne peux pas manquer le travail. Si je peux réduire mon risque, je le fais avec plaisir. Et c'est pas, alors, c'est pas très agréable d'avoir à mettre un masque à la maison. On ne peut pas le mettre en permanence, on n'a pas besoin d'être excessif, mais on peut réduire le risque considérablement. Tout à fait. D'ailleurs, dans votre livre, vous faites un comparatif donc des différents pays, comment ils ont réagi justement par rapport à ce masque et à ce Covid. Et c'est une analyse qui est toujours intéressante a posteriori. Ça fait un petit peu réfléchir par rapport à comment les choses se sont passées en France, en Suisse et puis dans d'autres pays nordiques. Moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est comment on peut intégrer toutes ces mesures donc que vous préconisez dans votre livre dans le système de soins actuel de façon réaliste. Comment on pourrait les intégrer? Oui, alors c'est une très très bonne question. Euh, il y a eu assez récemment un article nord-américain qui explique pratiquement que c'est irréaliste de penser vouloir l'intégrer avec la seule force des médecins. En fait, toutes les mesures dont j'ai parlé, beaucoup s'appuient, comme je vous l'ai dit, sur un site d'une task force nord-américaine sur la prévention. On quitte le Covid, hein, je ne parle pas du tout du Covid, ou très peu d'ailleurs dans le livre, hein, mais les mesures de prévention, quelles qu'elles soient, hein, si vous demandez uniquement pour celles qui sont prouvées efficaces, si vous demandez aux médecins
de passer le temps qu'il faut pour faire les dépistages de la dépression, de, de, de l'usage problématique d'alcool, de la prise de poids, de la tension, du cholestérol, etc. Si vous faites tout cela, du diabète, bon, eh bien, ça prend tout le temps du médecin. C'est-à-dire que le médecin ne Mhm. sera... Alors là, on n'est plus dans du 5%, on est dans du 100%. Il n'a plus le temps même de prendre du temps de sa pratique pour soigner les gens qui ont des maladies. Donc, évidemment, ça n'est pas non plus ce que nous recommandons. Bien sûr, ce serait bien de rééquilibrer un peu et d'en faire un peu plus pour la prévention, mais pas au point d'encombrer totalement l'agenda des médecins. Donc, c'est aussi ce qui me pousse à dire, eh bien, il faut que les gens prennent eux-mêmes, soient au courant des mesures qui sont efficaces et prennent eux-mêmes en charge leur propre destin. Si vous allez chez le médecin et que vous lui dites, j'aimerais que vous me preniez ma tension, ou que vous m'appreniez à l'apprendre, il vous dira peut-être d'ailleurs, allez voir le pharmacien, il peut vous aider à cela. Et c'est très bien. À ce moment-là, il y a une sorte de... Voilà. Et puis après, vous prenez vous-même votre tension et vous la mesurez. Et puis si vous avez une tension élevée, vous le dites à votre médecin, il peut le contrôler, le vérifier. À ce moment-là, il est dans son rôle de soin. On laisse quand même davantage le rôle du médecin comme un expert du soin. Et il vous traite la tension, puis il vous dit, mais chez vous, vous vérifierez que vous êtes traité et vous êtes traité ce qu'on dit à la cible, c'est-à-dire que vraiment vous avez redescendu vos chiffres de tension. Car c'est un peu effrayant de voir qu'en France, pays où vous avez un accès vraiment pas illimité, mais presque, je dirais, aux soins, en tout cas, vous pouvez voir un médecin qui dépiste votre tension et après, vous pouvez être remboursé pour les traitements qu'il vous prescrit. Eh bien, il n'y a que 20% des gens hypertendus dans les enquêtes qui ont été réalisées, qui sont des hommes qui sont traités correctement, dépistés et traités correctement, et 30% des femmes. Donc vous avez finalement plus de la majorité, et une large majorité des hommes et des femmes qui vivent en France avec une hypertension qui n'est ni dépistée ou alors dépistée mais mal traitée, c'est-à-dire qu'elle est traitée mais les chiffres restent trop élevés et donc la personne est très à risque car l'hypertension artérielle rend très à risque de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébrales et aussi d'ailleurs de dégâts sur les différents organes comme le rein ou le foie et le cœur. Donc vous voyez bien que on ne devrait pas se dire ça n'est que aux médecins de faire les choses, c'est trop pour eux, ils ne pourront pas. On a plutôt une pénurie aujourd'hui de personnel de santé. Les pharmaciens, bien sûr, les soignants peuvent contribuer, mais les gens doivent eux-mêmes se prendre en charge vis-à-vis de la prévention, connaître davantage ce qu'ils peuvent faire pour prévenir un certain nombre de pathologies, et après s'adresser à leur médecin pour éventuellement valider, et lorsqu'il y a des anomalies qui apparaissent, les corriger assez rapidement. Et donc du coup, je rebondis sur ce que vous dites pour vous demander, alors du coup, comment nous, professionnels, donc comme les pharmaciens ou comme les officinaux, comment on pourrait communiquer pour faire plus de prévention, on va dire. Alors, je pense qu'il faut en rester aux mesures, j'allais dire aux quelques mesures qui ont prouvé leur efficacité. Déjà, donc, ne pas s'embarquer sur des remèdes qui ne sont pas aujourd'hui attestés. Certains sont prometteurs, mais sont appelés inconclusifs par les Nord-Américains ou par la Haute Autorité de Santé. Il y a donc finalement des juges de paix que sont les données scientifiques qui permettent de dire ce qui est prouvé efficace, mais lorsque c'est prouvé efficace, alors oui, il faut y aller. Vous savez, à un moment, je prends un exemple, le PSA. Le PSA, c'est l'antigène de prostate que l'on peut doser dans le sang. Lorsqu'il est élevé, peut-être vous êtes à risque de prostate, de cancer de la prostate, pardon. Mais du coup, on se dit alors, bah, il faut faire des dépistages chez tout le monde. Eh bien non, les Nord-Américains ont montré, en particulier chez les plus de 70 ans, c'est-à-dire chez les personnes plutôt plus âgées, que ce dépistage n'est pas recommandé. Ils sont même contre le dépistage, très clairement, contre le dépistage du PSA. Donc il ne faut pas que le médecin perde du temps à se préoccuper et à suivre le dépistage du PSA chez l'individu qui n'a pas de symptômes. Le dépistage, ça se propose chez des gens qui n'ont pas du tout de symptômes et qui viennent consulter leur médecin. Là, le médecin perd du temps pour quelque chose pour lequel
Les scientifiques sont plutôt contre. Alors, chez les plus jeunes, le PSA peut être utile s'il est dépisté positif et ça peut se discuter, mais les Nord-Américains ne le conseillent pas. Ils disent c'est inconclusif. C'est typiquement un des domaines où on peut libérer du temps de médecins et dire mais concentrez-vous davantage sur des choses plus importantes. Et les choses plus importantes, il y a une liste. Alors, je fais un tableau à la fin de mon livre qui est plutôt à destination des médecins et des professionnels, parce qu'il est plus difficile à lire, il a plutôt un caractère académique. Je vous ai dit, parfois c'est du roman, parfois ça ne l'est pas. Le tableau, c'est pas du roman. Et donc, sur ce tableau, on voit toutes les mesures qui, aujourd'hui, sont associées à un bon niveau de preuve. Et je ne m'arrête qu'à ceux qui sont associés à un niveau de preuve suffisant pour qu'on puisse éventuellement décider de prendre un peu de temps pour ces patients et pour leur préconiser, selon l'âge, il y a des mesures qui sont pour les tout petits, des mesures qui sont pour les plus âgés. Et donc, on peut éventuellement s'intéresser à ce genre de données pour se dire, ben, là, je peux passer du temps pour mes patients parce que ça vaut le coup. Et donc effectivement, donc au niveau des mesures de prévention, alors déjà c'était vraiment intéressant cette partie sur le PSA parce qu'effectivement, on a l'âge qu'on a, hein, donc on se pose toujours des questions sur voilà, il fallait le faire, pas le faire, etc. Donc là, les choses sont vraiment très claires et je vous en remercie. Et sur ces mesures de prévention dont vous parlez tout au long du livre, il y en a plus d'une vingtaine. Et laquelle vous a surpris, laquelle vous a vraiment paru un petit peu quand vous avez préparé le livre, qui vous a. Alors moi personnellement, je peux vous dire ce qui m'a vraiment surpris, c'est le fait que les enfants qui jouent au foot, et il y en a beaucoup, eh bien il faut qu'ils fassent vraiment attention au coup de tête, on va dire, parce que il peut y avoir des répercussions. J'ai d'ailleurs mon neveu qui est passionné, c'est très bien, donc j'en ai parlé à mon beau-frère, donc je lui ai dit voilà fais attention parce que voilà, j'ai lu ça et vraiment là de ce côté-là, j'étais je connaissais pas du tout, j'étais vraiment surpris de découvrir que quelque chose qui paraît un peu anodin comme les jeux des enfants, etc., peut avoir des répercussions à long terme vraiment délétères. Oui, alors c'est vrai que ça fait partie des choses qui ne sont pas très connues. C'est tout ce qui est traumatisme crânien avec commotion cérébrale. Alors, vous parlez des enfants parce que ça commence en effet dès les sports des enfants, mais c'est tout au long de la vie, bien sûr, hein. Tout cela est préjudiciable notamment à la santé cérébrale, c'est-à-dire en fait au déclin cognitif ultérieur, souvent très tardif dans la vie, mais qui est prématuré et qui d'abord n'apparaît pas chez tout le monde et qui est favorisé par ces traumatismes à répétition. Donc les Britanniques qui sont des grands férus et amateurs de football, comme on le sait, eh bien, les fédérations britanniques ont décidé l'interdiction des têtes chez les enfants, chez tous les mineurs, et en plus, ils ont également demandé, y compris aux adultes, de ne pas faire de tête avant les matchs et après les matchs. Donc, c'est-à-dire que pendant les matchs, ils peuvent faire des têtes. Donc, certains vont me dire, oui, mais c'est des demi-mesures. Oui, c'est de la réduction de risque. Ils en font moins parce qu'ils ne s'entraînent pas à en faire trop. Il y a des gens qui disent, alors il y a des discussions un peu sans fin parce que c'est pas euh, comment dire, très accepté dans le milieu du football. Donc, à l'UEFA, là, qui est près de là où je travaille, à Nyon, le siège de l'UEFA, il y a des discussions aussi là-dessus. Ils prennent ça tout à fait au sérieux. Il y a des gens même qui disent on pourrait changer un peu les règles de football, par exemple, plutôt qu'interdire les têtes, dans le fond, ce qui est dangereux, encore une fois, c'est les têtes qui conduisent à la commotion cérébrale. Donc, les têtes au football ne conduisent pas toutes à la commotion cérébrale. Et disent, si par exemple, on demandait au ballon de rebondir au moins une fois sur le sol avant de faire une tête, s'il était interdit de faire une tête directement d'un ballon venant, par exemple, d'un dégagement d'un gardien, alors vous auriez des têtes beaucoup, beaucoup moins impactantes et ce serait moins dangereux. Bon, il n'y a pas que le football, bien entendu, il y a le rugby, mais il y a aussi les chutes en vélo. On a montré, il y a la science qui a vraiment montré que ceux qui portent des casques en vélo ont moins de problèmes d'hospitalisation pour traumatisme crânien avec commotion cérébrale que ceux qui ne portent pas ces casques. On peut malheureusement craindre que ceux qui ont
qui n'ont pas de casque et qui ont ces traumatismes crâniens vont par la suite augmenter leur risque de déclin cognitif. Donc oui, le ski également, enfin, on voit bien donc il ne s'agit pas, encore une fois ici, d'interdire quoi que ce soit, euh, encore que chez les petits-enfants qui ne sont pas, ce que j'explique un petit peu dans le livre, totalement, comment dire, maîtres des destinées de leur corps, hein, on peut penser que l'interdiction des têtes puisse être légitime. En tout cas, les Britanniques ont franchi ce pas. Euh, les femmes se plaignent assez souvent, les femmes qui font du football, que le ballon est le même que ceux des hommes. Or, vous savez, les muscles, notamment de la nuque, des femmes sont plutôt moins costauds que ceux des hommes. Et, et- et- et en fait, ça contribue au risque de commotion cérébrale si vous faites une tête avec un ballon qui est plus lourd. Voilà. Donc, il y a des gens qui disent qu'il faudrait que le ballon des femmes soit un tout petit peu différent de celui des hommes. De la même façon, il y a beaucoup de discussions et le pas n'a pas été franchi. Donc oui, D'accord. ça c'est une des choses qui, en effet, m'a tout à fait intéressé. Il y a d'autres éléments qui m'ont aussi surpris quand j'ai rédigé ce livre, notamment certains de mes collègues relecteurs, y compris de mes jeunes collègues. J'ai demandé à une externe qui est passée dans le service de m'aider à relire et elle m'a demandé de m'intéresser au harcèlement scolaire. Alors j'ai dit, mais moi, je veux bien, mais je ne veux pas faire ça pour être politiquement correct. Je veux m'appuyer sur de la science. Et elle était très, très opiniâtre et elle m'a sorti tout le corpus scientifique qui existe, y compris l'UNESCO qui a fait un rapport entier sur le harcèlement scolaire et sa prévention. On peut donc aujourd'hui avoir une vraie prévention du harcèlement scolaire par des mesures efficaces, prouvées efficaces. Et donc là-dessus, j'ai été tout à fait intéressé. Une interne m'a parlé des violences faites aux femmes, des violences domestiques. Et de la même façon, j'ai réagi de la même façon et elle me connaissait bien. Donc, elle m'a amené tout le corpus scientifique qui m'a permis de fonder mes recommandations, non pas sur une opinion, on est tous contre les violences faites aux femmes, on est tous contre les violences domestiques, mais n'empêche qu'il y a de la prévention efficace qui doit se mettre en place, qui nécessite des politiques publiques qui soient courageuses et qui soient déterminées. Et c'est tout cela dont je parle et sur lequel j'ai appris en rédigeant mon livre et notamment grâce à mes relecteurs et aux conseils de mes relecteurs, ou mes relectrices ici. Merci beaucoup pour ce partage, vraiment très intéressant. Et alors donc, comment vous voyez donc l'évolution donc de ces mesures de prévention, notamment avec les nouvelles technologies et bien sûr il faut en parler avec l'intelligence artificielle dont, dont on entend parler partout et qui va forcément changer des choses. Comment vous voyez l'évolution selon vous? Alors, tout d'abord, l'évolution, elle est en route. Et d'ailleurs, depuis de très nombreuses années, je cite assez rapidement, mais je cite l'exemple des Japonais qui, en 1965, ont sorti le Monkey Pi, qui est qui veut dire le compteur des 10 000 pas, en fait, qui est un podomètre. Et c'est le premier des podomètres qui a été très très bien vendu au Japon et qui a conduit les Japonais à marcher davantage. Depuis, beaucoup de sciences s'est constituée, même si il n'est pas nécessaire de faire 10 000 pas par jour, ce qui est beaucoup, hein, pour améliorer enfin, pour être plus favorable à sa santé. Et on montre qu'à partir de 4 500 pas, ce qui n'est pas beaucoup, hein, c'est 10 minutes de marche à pied le matin et le soir, et probablement même moins encore, c'est déjà mieux que rien. Et on arrive déjà à beaucoup réduire un certain nombre de risques, y compris d'ailleurs de déclin cognitif, mais aussi de risques cardiovasculaires, mais aussi d'obésité, mais aussi de diabète, mais aussi de cancer. Donc vous voyez, c'est des choses très, très... Et ce sont des podomètres. Aujourd'hui, on a presque tous des smartphones et on a presque tous des podomètres installés sur ces smartphones qui calculent automatiquement pour vous le nombre de pas par jour que vous faites. Alors, vous pouvez vouloir vous en servir ou trouver que c'est très pénible et ne pas le faire. C'est pas pour vous culpabiliser, c'est pas pour vous dire avant de vous coucher, attendez, vous n'avez pas, il vous manque encore 1500 pas pour. Et c'est pas cela, mais ça peut être utile et c'est des systèmes qui peuvent être utiles. De plus en plus, aujourd'hui, il y a en effet de l'intelligence artificielle. Alors,
avec des risques. Hein. Et si jamais c'est transformé en bonus-malus pour votre assurance maladie, vous imaginez bien que vous n'allez pas être d'accord et vous allez trouver que c'est quelque chose qui vient entraver ou votre liberté ou vos droits fondamentaux. Je crois, j'ai tout un chapitre en effet sur l'intelligence artificielle, donc je crois que c'est un peu survendu aujourd'hui en matière de prévention. Euh, mais que sur certains domaines, et je cite celui des maladies rares, c'est un outil formidablement intéressant. Vous savez, l'intelligence artificielle qui va puiser un peu partout des données existantes qui existent sur Internet, qui est partagée par le monde entier, ça peut être particulièrement intéressant pour des maladies rares sur lesquelles vous n'avez pas beaucoup d'expertise disponible et même quand il y a des maladies qui sont si rares qu'il y a quelques cas en France qui existent seulement. C'est-à-dire que même le grand spécialiste de cette maladie-là en France, il n'a comme expérience que quelques dizaines de cas à sa disposition. Et s'il peut rassembler plusieurs milliers de cas similaires grâce à l'intelligence artificielle, au deep learning, à toutes ces techniques de nouvelles technologies de l'information, peut-être que ça peut l'aider, ça peut aider d'abord les patients à moins errer dans leur diagnostic et ça peut aider aussi à trouver les meilleurs traitements disponibles, à surtout avoir une meilleure évaluation scientifique de ces traitements, de cette prise en charge. Donc je pense que dans certains domaines, ça va être quand même des outils formidablement intéressants, mais encore une fois, on les utilise tous souvent sans le savoir. C'est vrai. Eh bien, pour conclure, j'aimerais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs retiennent de votre livre Prévenez-moi? Alors, moi, ce que je préférerais qu'ils retiennent, c'est que on n'est pas fait pour l'abstinence et la prohibition, les interdits. Je cite un mot suédois qui dit lagom. Lagom en suédois, ça veut dire pas d'interdit, pas d'excès. Alors, oui, on peut avoir envie de réduire un certain nombre des risques que l'on a dans la vie, que l'on prend dans la vie, mais la vie est un risque en soi. On est tous destinés à mourir, c'est un fait. Donc la vie est un risque. La seule chose, c'est qu'on peut vouloir réduire ces risques pour éviter des handicaps qui obèrent parfois dramatiquement notre qualité de vie. Et c'est pas du 100%. Il faut pas penser que on va y arriver de façon automatique ou obligatoire parce qu'on aura pris telle ou telle mesure. Et donc, il faut pas s'interdire les plaisirs de la vie, il faut pas s'interdire tout ce qui fait les petits bonheurs de la vie, mais lorsque l'on peut... et puis, certaines des mesures que je préconise sont plutôt sympathiques. Quand je dis qu'il faut lutter contre l'isolement social, c'est plutôt sympathique d'avoir des amis, de partager, de se dire mais c'est bon pour ma santé aussi d'avoir une vie généreuse et partagée. C'est quelque chose qui est plutôt sympathique dans bien des cas. Il y a pas beaucoup de choses. Et quand c'est extrêmement pénible, moi, je suggère de ne pas les faire. Je pense que on ne peut pas réduire tous les risques autour de soi, mais ce qu'on a envie de réduire parce qu'on trouve que c'est plutôt un challenge sympathique et qui nous plaît, alors ben, c'est bien de le savoir. Oui, donc je pensais aussi à la cigarette dont vous parlez effectivement et que vous évoquez dans votre livre et des solutions que vous préconisez qui sont pas forcément celles que tout le monde auxquelles tout le monde pense. Et donc je laisse les donc les ceux qui vont voir cette vidéo donc aller découvrir votre livre donc que j'ai trouvé moi personnellement fort intéressant. Puis j'ai bien aimé ce côté romancé, puis après le côté scientifique. Après on allait et on revenait donc vers vous et vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai amélioré ma vision sur pas mal de choses que je ne connaissais pas ou que je connaissais pas suffisamment. Et donc je vous en remercie pour ça. Et je vous remercie aussi donc pour cette interview. Donc je vous laisse un petit mot de la fin. Ben écoutez, merci beaucoup, Hicham, pour cette conversation très, très plaisante et j'espère très utile pour vos auditeurs. Merci de votre gentillesse, de vos mots très, très sympathiques. Voilà, je souhaite le meilleur à tous vos auditeurs et puis à bientôt peut-être. Avec grand plaisir. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation.
Et je pense qu'il y a quand même, il y a beaucoup de choses dans cette vidéo qui vont intéresser effectivement les auditeurs, ceux qui vont suivre. Merci beaucoup et bonne journée à vous.